Hélène Buzetti, Alec Castonguay, Michel Séauger, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Ça clique, tiens, qui revient à l'avant-plan, à l'avant-scène avec l'Autorité des marchés publics qui émet une ordonnance. On va aller voir d'ailleurs ce que ça donne comme ordonnance. C'est 30 jours, en fait, de suspension pour les contrats qui sont liés à SACLIC. La SAC qui dit ce qu'on dit, je pense qu'on peut le voir, l'extrait de cette ordonnance, ça va arriver, tout va bien. La SAC n'a mis en place aucune mesure d'atténuation depuis le dépôt du rapport de la vérificatrice générale concernant les dépenses de fonds publics pour le projet SACLIC. Bon, voilà, il arrive alors que j'ai fini de le lire. On peut le relire à l'écran. Ça nous dit donc finalement, Michel Séauger, que rien n'a été fait, là. Absolument rien n'a été fait, puis ça cause un problème de gouvernance. Ça. C'est un problème qui n'est pas juste d'ailleurs lié à la SAC, c'est un problème qui est plus large au sein du gouvernement. C'est qu'on a souvent l'impression qu'une chambre ne retrouverait pas ses petits, que le gouvernement laisse aller. Et c'est beau de créer tout le temps des nouvelles agences puis des gens mais, qui ne sont pas imputables, mais à la fin, c'est ça le problème. C'est qu'on enlève la responsabilité ministérielle beaucoup pour donner ça à des agences qui, après ça, on dit ah, c'est l'agence ou c'est la SAC ou c'est quelqu'un comme ça qui n'a pas fait son travail. Ça, c'est un problème plus large, mais qu'il va falloir adresser très rapidement parce que la responsabilité de ce qui se passe au gouvernement n'est jamais très clairement établie. Alec? Ouais, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, en fait, la SAC a continué à donner des contrats ou à entretenir les contrats. Moi, j'ai cru comprendre entre les branches qu'on veut continuer à améliorer le système, SACLIC, le service à la clientèle, qu'on a de l'entretien à faire sur le système et que c'est plus facile, évidemment, avec ceux qui l'ont conçu. Peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça, peut-être qu'on aurait dû le suspendre à ce moment-là. C'est pas la décision qui a été prise, mais on a très peu de détails. En fait, la SAC, qui est une société d'État, c'est pas expliqué sur pourquoi on n'a pas immédiatement mis fin à tout ce qui avait un lien avec ce contrat-là. Est-ce qu'il restait du résiduel? Est-ce qu'on aurait perdu des montants en fonction des contrats? Alors, la SAC a juste dit on collabore avec l'Autorité des marchés publics, puis on va se conformer, mais ça me semble un peu plus complexe que ça, mais on n'a pas tous les détails. Donc, avant de savoir exactement pourquoi on n'a pas, dès le rapport de la vérificatrice générale, suspendu les contrats, je vais attendre d'en savoir un peu plus. Là. Geneviève Guilbeault, qui était visible aujourd'hui, elle était dans le Bas-Saint-Laurent. On l'a bien sûr questionnée, entre autres, sur l'actuel PDG de la SAC. On va aller écouter ce que ça a donné, puis on revient ensuite. Je pense pas que vous avez répondu à la question par rapport au PDG de la SAC. Est-ce que vous croyez en Éric Ducharme? Oui, j'ai répondu que j'ai des rencontres régulières avec lui, que je m'assure que les services aux usagers s'améliorent toujours et qu'on fait en sorte de respecter les obligations, notamment les obligations de base auxquelles ils sont assujettis, à commencer par le dépôt du prochain rapport annuel qu'on doit me déposer pour le 30 avril. Donc, Michel C., elle répond qu'elle a encore des rapports avec lui, mais elle ne répond pas à la question « Est-ce que vous avez encore confiance? » Elle ne répond pas à cette question-là, puis c'est vraiment la question de gouvernance. Qui, à un moment donné, va être imputable de ça? Si la SAC reçoit un avis du vérificateur ou de la vérificatrice générale qui dit « vous avez un problème à cet endroit-là et que rien ne se passe », est-ce qu'à un moment donné, qui est responsable? Est-ce que c'est le président de la SAC? Est-ce que c'est le ministre responsable? Ça, il faut démêler ça d'abord. Mais jusqu'à un moment donné, quand tout le monde se lance la balle, il n'y a plus personne de responsable. C'est ça qui est le problème qu'on voit actuellement. Est-ce que la ministre est imputable d'après vous, Michel? Elle devrait l'être. Devant le Parlement, c'est la règle, la règle du système parlementaire. C'est le ministre est responsable de l'argent qui est dépensé dans son ministère. C'est un rapport qui avait été commandé par le gouvernement Legault, qui disait depuis le début, puis même elle l'a répété encore aujourd'hui, Mme Guilbeault, bien, ça s'est passé quand on n'était pas là. Or, là, le rapport a été déposé quand la CAQ était au pouvoir, il y a quelques semaines. Et ce rapport-là de la MP a été commandé par le gouvernement de la CAQ. Comment on doit voir ça, Hélène? Oui, vous m'excuserez de ne pas être entrée dans tous les détails à cause de la turbulence sur la campagne fédérale. Oui. Mais évidemment que à sa face même, ça nous amène à se poser des questions sur l'utilité de commander des rapports, notamment de la vérificatrice générale, si, une fois qu'on l'obtient,
on n'agit pas sur ces recommandations, on n'agit pas sur ces constats. Les rapports de nos chiens de garde ne servent pas juste à faire des manchettes fracassantes pour enquiquiner le gouvernement. Elles sont supposées servir à prendre des leçons, tirer des leçons et essayer de rectifier le tir pour que les choses aillent mieux. Alors, évidemment que ça ne calme pas du tout le dossier et ça donne aussi un peu l'impression que cette commission d'enquête, par ailleurs, qu'on a annoncée, ne sert finalement qu'à détourner le regard, à calmer en apparence les choses, la colère publique, alors qu'en fait, en arrière, on continue comme si de rien n'était. On va en parler de la campagne fédérale, tiens, Hélène, parce qu'on sait qu'elle vous tient bien occupée sur le terrain. On va aller voir les derniers sondages. On a passé la mi-campagne, puis le sondage Nanos qui est sorti ce matin nous donne ce portrait général. Les libéraux à 43 %, les conservateurs à 38 %, le NPD à 9 %, le Bloc québécois à 6 % et 3 % pour les Verts. Alec, donc jour 19 sur 36, est-ce que les jeux sont déjà faits? La tendance, elle est installée depuis plusieurs jours, là. Oui, si c'était qu'un sondage, je vous dirais, soyons prudents. Il y en a quand même beaucoup de maisons de sondage, avec plusieurs techniques différentes. Il y en a que c'est des panels web, il y en a que c'est de l'interactif. Nanos, c'est un hybride. Il y a beaucoup d'appels téléphoniques avec des vrais humains qui parlent. Bref, tous les sondages vont pas mal dans le même sens. Donc, la tendance, elle semble effectivement très, très forte. Puis vous avez eu la moyenne des sondages avec Philippe tout à l'heure. Donc, oui, il n'y a pas de doute que les libéraux sont en tête dans mon esprit. Est-ce que les jeux sont faits? On voit tranquillement, jour après jour, parce que les sondeurs demandent aussi est-ce que votre choix est définitif? Est-ce que votre choix peut changer aux différents électeurs? Ça se raffermit, ça se calcifie dans chacun des camps. Il y a les néo-démocrates où il y a encore la moitié des répondants qui ne sont pas très certains de voter pour le NPD. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Jock Meeting. Mais pour les autres, on est largement en dessous des 62, 65 et même 68 % dans certains cas de votes solides. Ça ne veut pas dire que ces votes solides-là ne peuvent pas encore bouger. Les gens se disent « moi, je vais voter là », mais il peut se passer encore plusieurs choses en 2 semaines. Les débats, on a déjà vu des campagnes tourner après des débats, dans un sens ou dans l'autre. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, Andrew Scheer, au Québec, face à face de TVA, les conservateurs avaient le vent dans les voiles et ça a cassé au débat de TVA. Il s'est passé quelque chose, les gens n'ont pas aimé Andrew Scheer et au Québec, ça s'est effondré. Ça change quelque chose, les débats. Donc, il faudra être attentif. Si c'est un match nul, parce que ça arrive très souvent aussi que c'est des matchs nuls, les débats, si c'est un match nul, autant en débat en anglais qu'en français, là, ça va être difficile de renverser la tendance pour les autres partis dans les 10 derniers jours qui vont rester. Hélène? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce sondage Nanos La Presse, c'est que quand on regarde un petit peu plus finement, on posait des questions, par exemple, à quelle est votre crainte par rapport à M. Trump? Est-ce que ça devrait être la question principale de l'élection? Avez-vous peur des velléités annexionnistes du président américain, etc.? Et ce que je trouvais fascinant, c'est à quel point dans la colonne Prairie, qui regroupait Alberta, Saskatchewan, Manitoba, je crois, on faisait toujours cavalier à part. La question de Trump est moins importante pour ces électeurs-là. Lorsqu'on posait la question, avez-vous pris des initiatives pour boycotter les États-Unis dans vos achats, vos voyages, etc., c'était toujours la population qui était la moins susceptible de boycotter les États-Unis. Ce qu'on sent, c'est ce segment-là de l'électorat, qui est en Alberta, Saskatchewan principalement, ne se sent pas menacé autant par Trump, n'a peut-être même pas de problème avec ce que Trump fait. Et on sait que c'est la base électorale de M. Poilievre. Oui. Et il est là tout son problème. C'est que en ce moment, le contexte commande, ou en tout cas les libéraux s'organisent pour que ce soit ça, commande qu'on parle de M. Trump, qu'on dise qu'est-ce qu'on va faire pour s'y opposer, alors que les conservateurs de base de M. Poilievre, eux autres, ça les agace, ça. Et même quelqu'un qui était au super rallye d'Edmonton de lundi soir, et racontait que tout le monde était endiablé, applaudissait M. Poilievre, mais c'était quand il se mettait à se montrer un petit peu plus musclé face au président Trump que là, ça se calmait, on était moins heureux de ce qu'on entendait. Alors, M. Poilievre, il est écartelé entre cette base qui n'a pas vraiment de problème avec les États-Unis et le reste du pays qui aimerait qu'on soit beaucoup plus fort face à Trump. Et c'est pour ça qu'il a de la misère à trouver sa voie, M. Poilievre. Et c'est certainement pour ça que M. Carney, pour une 3e fois pendant la campagne, va revêtir ses habits de premier ministre demain pour jouer encore cette carte qui l'avantage tellement. Michel C.
Il ne faut pas oublier une chose. Là, on voit des sondages qui nous donnent à peu près 5 points d'avance pour les libéraux. La réalité, c'est qu'en termes de sièges, parce que c'est ça qui compte, c'est pas le sondage du vote populaire, Ouais. c'est beaucoup plus... Il y a une prime pour les libéraux parce que les conservateurs, comme disait Hélène, en Saskatchewan et en Alberta, sont très, très forts, mais ça ne donne pas Il n'y a pas plus plus de de sièges. ça. Ben non, c'est ça. Alors ça, là, c'est un sondage qui donne une majorité libérale assez substantielle. Alors, et il n'est pas différent des autres que l'on voit. Alors, je comprends, et Hélène a tout à fait raison quand elle dit l'Alberta et la Saskatchewan sont des endroits où on ne voit pas tant de menaces Trump, on voit plutôt des gens qui sont assez contents de voir ce que M. Trump fait, mais le reste des Canadiens ne sont pas là et ça peut donner, le soir du résultat, une majorité libérale assez substantielle. Le reste des Canadiens écoutent sans doute une bonne partie des points de presse et des réponses qui sont données aux questions des journalistes. Nos collègues ont fait un recensement depuis le début de la campagne du nombre de questions qui ont été prises par les différents chefs. Vous allez voir, 79 par Pierre Poilievre, 160, donc c'est le double par Mark Carney, 239 par le Bloc québécois et 266 qui ont été répondus par le NPD. En début de campagne, on disait les journalistes ne seront pas sur la caravane des conservateurs. Et là, on dit, bien, on les tient à l'écart, même physiquement pendant les rassemblements. Ils sont dans un coin pas mal à l'écart, finalement, du chef conservateur. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette stratégie, Hélène? Vous qui dites, bien, il arrive justement à parler à ses militants, mais il n'arrive pas à parler aux autres Canadiens, finalement. Ouais. Oui, puis en fait, moi, j'apporterais aussi un bémol. Les statistiques que vous avez données, en soi, elles sont même un peu trompeuses parce que dans le cas de M. Carney, lui, il prend quelques jours de congé dans cette campagne. Alors, il y a des jours où il répond à 0 question parce qu'il ne fait juste pas d'événement, mais quand il fait une annonce, on est plus dans la 12, 13, 14, 15 questions auxquelles sont répondues versus le 4 ferme de M. Poilievre. Alors, ça fait une différence. Et il n'y a pas rien que ça. Il y a aussi le fait qu'après coup, quand les médias essaient d'obtenir des détails sur les politiques qui sont annoncées, « Ah, j'ai pas compris telle chose, comment vous allez faire ceci ou cela », c'est très souvent silence radio. Vous constaterez que les journalistes qui vont sur le terrain pour essayer de faire des portraits de circonscription, pour raconter comment ça se passe là, à tel ou tel endroit, très, très souvent, presque systématiquement, ils vont dire « Ah, les conservateurs, le candidat conservateur n'a pas voulu nous parler ou faire du porte-à-porte avec nous. » Alors, il y a vraiment cette stratégie d'écarter les médias. Dans l'esprit des conservateurs, il y a cette idée que les médias traditionnels, ils sont biaisés. Ils sont pro-libérales ou en tout cas trop à gauche. Ils sont réfractaires aux idées de droite et donc on les boycotte. Et il y a beaucoup de leurs militants qui pensent comme ça et donc de s'attaquer aux médias, c'est payant pour eux. Mais moi, je trouve qu'il y a une logique perverse derrière ça. C'est que les conservateurs, depuis une vingtaine d'années, depuis la fusion là, de l'Alliance canadienne avec l'ancien Parti progressiste conservateur, ils ont développé cette mentalité d'assiéger, que les médias sont contre eux. Et donc, ils ont comme un peu abandonné la capacité ou le désir de faire de la pédagogie de leurs idées. Et donc, ils alimentent un cercle vicieux. Ils ne nous parlent pas et donc leurs idées sont moins communiquées sur les médias. Et ensuite, ils peuvent dire, ben voilà, nos idées ne sont pas communiquées. C'est la raison pour laquelle on ne leur parle pas. Mais je pense que ce faisant, ils se coupent d'une capacité de croissance. Les conservateurs, au cours des 20 dernières années, n'ont eu qu'une seule majorité, et encore là, de peine et de misère. Ça leur a pris 4 élections pour arriver à ça. Il y a un plafond de verre, et je pense que tant qu'ils auront cette attitude de voir les autres comme des gens qui ne pourront jamais convaincre, eh bien voilà, ils ne pourront jamais croître. Alec, pensez-vous qu'ils sont effectivement pris dans ce cercle vicieux, les conservateurs? Ben moi, j'ajoute à ce que Hélène a dit, parce que j'en ai fait des campagnes électorales sur les autobus, puis j'en ai posé des questions au chef, puis généralement, quand on a une annonce d'un chef, les premières questions vont porter sur l'annonce du jour, parce que les journalistes veulent comprendre ce qu'on est en train d'annoncer. Donc, on essaie, par exemple, sur la loi et l'ordre, on essaie de comprendre, mais pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est un copier-coller des États-Unis? Expliquez-nous. Puis là, ben, le chef peut préciser certaines choses, reparler de son dossier un peu plus longtemps. Et là, ben, plus le point de presse avance, évidemment, on va le questionner sur la controverse d'un de vos candidats, répondre à l'autre campagne électorale qui a fait une promesse, etc. Quand vous limitez ça à 4 questions, pensez-vous que les journalistes vont passer les 3 premières à poser une question sur l'annonce du jour? Non, il faut savoir ce que Pierre Poilievre pense de ce que Mark Carney a dit, ce que Donald Trump a dit, ce qu'un candidat a dit. Donc,
il n'y a pas de temps pour creuser ce que les conservateurs veulent annoncer. Alors, Hélène a raison. En bout de piste, ça les dessert d'avoir seulement 4 questions, d'avoir seulement donc un espèce de nombre très limité. Oui, on veut contrôler le message. On ne veut pas que le chef s'enfarge. Mais au lieu de faire confiance au chef, parce que Pierre Poilievre a de l'expérience, là, il a déjà répondu à des questions dans sa vie, il serait capable d'en prendre 7-8, ça ne serait pas un problème. Au lieu de faire confiance à leur chef, on a peur qu'ils s'enfargent puis on limite les questions. Moi, je pense que ça les dessert en bout de piste. Michel C. Écoutez, je n'ai jamais vu une tentative de contrôler le message aussi grande que ça. J'ai vu beaucoup de tentatives de contrôler le message. Mais là, M. Poilievre, dans toute cette campagne-là, dans cette stratégie-là, y compris de ne pas avoir de presse dans son avion, etc., c'est tiré dans les 2 pieds. Vous pouvez aimer ou ne pas aimer les médias, mais à la fin, c'est la courroie de transmission que la plupart des Canadiens regardent ou lisent pour savoir ce qui s'est passé puis se faire une opinion. Vous pouvez aimer ou pas aimer ça, c'est ça, comme ça que ça passe. Et là, plus vous limitez l'information et la transmission des informations que le chef veut passer ou que le parti veut passer, ben, le résultat est là. Ça ne lève pas. Alors, moi, je n'ai jamais compris cette stratégie-là d'avoir 4 questions, pas de sous-questions, surtout pas l'employé du parti qui tient le micro et qui l'enlève tout de suite pour pas qu'il y ait des sous-questions. Ça fait des fois des points de presse où le chef, finalement, ne passe pas le message qu'il devrait passer ou ne l'éclaircit pas assez. Oui, parce qu'on ne parle pas tant, finalement, de son annonce dans les questions, comme vous le disiez, Alec. Parlons des tarifs, parce qu'effectivement, demain, Mark Carney ne prendra pas de questions, parce que lui, demain, il retourne à Ottawa, il remet son veston de premier ministre et il rencontre son cabinet. Et pour l'instant, le Canada, c'est statu quo, c'est-à-dire que les tarifs qui sont imposés sont encore là. Il n'y a pas de suspension pour ce qui touche le Canada. Et le Canada poursuit avec ses contre-tarifs, Hélène. Oui, alors moi je trouve qu'il y a un danger potentiel à l'horizon ou peut-être une occasion exceptionnelle à l'horizon. Je ne veux pas paraître cynique, mais néanmoins, ces menaces qu'ont exprimées M. Lutnick et d'autres donc dans le régime américain, cette idée de dire, si vous faites des contre-tarifs, regardez ce qui se passe avec la Chine, on pourrait surenchérir puis aller encore plus loin et vous faire encore plus mal. Ça pose donc le défi pour le gouvernement actuel de décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est une vraie menace? Est-ce qu'on veut vraiment s'embarquer dans une spirale tarifaire dont personne ne gagnerait, mais ça ferait sûrement plus mal au début au Canada? Est-ce qu'on recule et là, on a l'air faible? Il y a quand même une question stratégique assez importante. Je ne suis pas certaine de comment ils vont la jouer. Il y a des gains à faire si on décide de tenir notre bout, de tenir notre bout pour avoir l'air fort. Peut-être que justement, on va envoyer cette image aux électeurs que, voyez, on n'a pas peur d'affronter Monsieur Trump, mais on peut le voir dans l'autre sens et dire, voyez, vous n'êtes pas capable de protéger le Canada. Alors, il m'apparaît y avoir un danger, mais si cette crise devait exploser, peut-être que M. Carney pourra encore une fois montrer qu'il est l'homme de la situation. N'en reste pas moins que je pense que les prochains jours, par rapport à ça, pourrait être dangereux parce que pourrait nous amener dans des différentes directions. Est-ce qu'il devrait y avoir un autre appel Trump-Carney, Michel? Il pourrait y en avoir un, mais d'abord, ne nous énervons pas trop avec ce que M. Lutnick dit. Il y a bien des gouvernements qu'on a vus où c'est le patron qui décide, puis les ministres ont peu d'importance. Dans la Maison-Blanche de M. Trump, c'est peut-être plus vrai que n'importe où ailleurs. Alors, oui, s'il peut parler au patron, mais encore faut-il qu'on ait quelque chose à discuter. Il est probable qu'à un moment donné, le Canada ne voudra pas être le seul à garder des contre-tarifs. Je pense que ça, à un moment donné, être le seul à avoir le pas, c'est dangereux. D'un autre côté, envoyer le message qu'on va être les premiers à les retirer, que tout de suite, on va faire ça, c'est pas non plus le message qu'on veut. Je pense qu'il y a un message de... On va réunir le cabinet, on va réunir les instances du gouvernement du Canada, comme M. Carney va le faire demain, puis on décidera à ce moment-là. On n'est pas obligé de précipiter, puis il est connu partout dans le monde que le Canada est en campagne électorale. Là. Alec? Le Canada est aussi le pays le plus frappé présentement. Là. Mettez la Chine de côté, là, qui est un cas très particulier avec les États-Unis. L'aluminium, l'acier, l'énergie, la potasse, les voitures, amenez-en tout ce qui n'est pas conforme à l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Donc, c'était inévitable que le Canada allait au moins faire quelque chose.
Je pense que la dernière réplique assez mesurée de Mark Carney sur les voitures a quand même été peut-être mieux reçue. Là, on n'a pas été dollar pour dollar. On a ciblé seulement les voitures américaines qui entrent et qui ne sont pas conformes. C'est 67 000 véhicules par année. C'est pas énorme. Alors, je pense que c'est normal. Puis Mark Carney avait prévenu Donald Trump en disant qu'il va y avoir des contre-tarifs. Puis Donald Trump avait dit oui, ça, je suis au courant de ça. Donc, je suis assez d'accord avec Michel. Qui décide, c'est pas toujours clair. Ils ont eu des avertissements assez importants de la part des marchés aujourd'hui, en termes, pas juste aujourd'hui, mais dans les derniers jours, mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, que c'est très contre-productif, cette stratégie-là. Donc, si on frappe le Canada, qui est un plus gros partenaire économique que la Chine là, pour les États-Unis, on l'oublie, là, mais le Canada est le premier partenaire des États-Unis. Si on décidait d'y aller avec 100, 125 de tarifs, les marchés apprécieraient pas. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller quand même avec calme. Attendons de voir. Et le Canada, contrairement à d'autres pays, a déjà dit on est prêt à négocier. Ailleurs, on dit on va négocier, on va se trouver un accord. Le Canada a déjà dit, dès que la campagne finit, là, peu importe qui gagne, on va négocier. Donc, l'engagement, il est déjà là, contrairement à ce que d'autres pays avaient dit. Alors moi, je pense que pour l'instant, on devrait attendre de voir si cette menace-là va se concrétiser avant de bouger sur quoi que ce soit. Hélène, Alec, Michel, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.